Au sommaire de cette édition, Togo, ouverture d'un dépôt de matériel d'urgence. Le Bénin vers une relance de l'agriculture durable. À Gaza, de plus en plus d'enfants deviennent soutien de famille. Le jeu vidéo, un outil thérapeutique contre Parkinson. Terminant sport tennis, Nadal déclare forfait pour Wimbledon. Bienvenue à tous et merci de suivre Béni TV. Débutons ce journal au Togo. Un dépôt de matériel d'urgence pour qui va servir en cas de sinistre dans 6 pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a été inauguré au Togo par le Premier ministre togolais Komi Klassou. Reportage. Au Togo, le Premier ministre Komi Klassou a inauguré hier un dépôt de matériel d'urgence pour 6 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Un grand magasin à la sortie de Tsévié, à 30 km au nord de la capitale Lomé, a été transformé en un vaste entrepôt. Un entrepôt qui stockera du matériel de secours comme des motopompes, des générateurs ou du matériel sanitaire. Ce dépôt régional permettra au Bénin, à la Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Niger et au Togo de solliciter des aides matérielles en cas de catastrophe comme la sécheresse ou les inondations. Que ce soit en cas d'inondation ou de sécheresse, comme vous le savez très bien, je pense, ce sont des événements qui demandent une réponse très rapide, très réactive et des équipements particuliers. Et avec le stockage qu'on a ici, le pays sera en meilleure position pour répondre ici au niveau du Togo, mais aussi pour les pays dans la sous-région de la CEDEAO. Ça leur permet aussi d'avoir un storage où ils peuvent trouver le matériel qu'il leur faut pour répondre aux mêmes urgences dans leur pays. Donc c'est une approche sous-régionale pour partager les équipements en temps d'urgence. Le rapport du développement humain au Bénin publié par le Programme des Nations Unies pour le développement a été l'occasion de faire l'état des lieux du secteur agricole béninois. Suivons. Les terres béninoises sont encore riches et sont donc capables de fournir assez de produits vivriers et maraîchers afin d'assurer la sécurité alimentaire aux 10 millions d'âmes humaines qui vivent au Bénin. Mais pour en arriver là, il faudra changer de stratégie. L'agriculture domestique ne peut permettre d'atteindre pleinement le deuxième objectif consigné dans les ODD, les objectifs du développement durable des Nations Unies. En 2015 au Bénin, d'après le rapport sur le développement humain, 59% de Béninois ont eu accès à une alimentation acceptable et 18% ont été mal nourris. Ces statistiques montrent que le Bénin n'est pas dans la zone rouge. Dès lors, que faire pour améliorer le taux de l'alimentation acceptable ? Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a, disons, des fonctionnaires, des gens relativement nantis qui ont acquis des terres. Ces terres doivent être mises en exploitation pour une agriculture intensifiée qui utilise les méthodes modernes. Et moi, je pense que dans ce domaine, l'État a beaucoup à faire, a aidé ces agriculteurs que j'appellerai ces futurs agriculteurs modernes, à accéder aux tracteurs, aux autres équipements pour emblaver de grandes superficies pouvant utiliser toutes les méthodes techniques de façon à avoir des rendements meilleurs et à véritablement augmenter la production agricole pour nous mettre à l'abri des effets pervers de l'insécurité alimentaire et également dégager des surplus qui feront l'objet d'exportation. Il faut donc penser à une stratégie qui va booster l'agriculture durable. Lors de la réception du rapport sur le développement humain, Abdoulaye Biotchane, grand commis de l'État, rappelle que le Bénin dispose de la deuxième vallée la plus riche d'Afrique après celle du Nil. Il s'agit de la vallée de l'Ouémé. Pour le ministre d'État béninois en charge du plan et du développement, le gouvernement de Patrice Talon a prévu de relancer l'agriculture pour en faire un levier de développement. Merci, monsieur le ministre d'État. Nous allons créer une agence de développement agricole pour la définition et la mise en œuvre rapide de programmes ambitieux spécifiques par filière et par région. Le programme de développement agricole sera conduit suivant une stratégie de territorialisation
basée sur les caractéristiques écologiques et climatiques des différentes régions de notre pays. L'État mettra à la disposition des exploitants agricoles des machines et outillages modernes pour accroître les rendements et réduire la pénibilité. À l'horizon 2021, le Bénin sera un grand pays agricole d'après Abdoulaye Biochane. Si l'agriculture béninoise prend une autre envergure, ce sera au grand bonheur du Béninois qui verra son indice de développement humain augmenter considérablement. En Angola, la lutte contre le braconnage est la nouvelle guerre que livrent d'anciens soldats pendant la guerre civile. Une troupe spéciale de 30 rangers forme une unité spéciale qui traque les braconniers dans la savane inexplorée du pays. Dans le sud-est de l'Angola, un escadron de rangers s'entraîne à traquer les braconniers. Une école flambant neuve vient d'ouvrir ses portes pour protéger la biodiversité de la région. L'instructeur est un ancien soldat qui a combattu pendant la guerre civile qui a ravagé le pays de 1975 à 2002. Leur mission, mettre un terme au braconnage et au commerce de viande de brousse qui décime la faune de la région. L'Angola est l'une des plaques tournantes du trafic d'ivoire qui a longtemps servi à financer la guerre civile. Pendant la guerre civile, les animaux étaient utilisés comme nourriture. Mais à la fin de la guerre, le gouvernement a pensé qu'il était temps de laisser la faune en paix. C'est dans cette région que le célèbre fleuve Okavango prend sa source. Le gouvernement angolais souhaite y créer des parcs naturels capables de rivaliser avec les plus grandes réserves d'Afrique australe. C'est la zone la moins documentée du monde en termes de biodiversité et de botanique. Nous avons découvert près de 20 espèces qui sont actuellement analysées. Il y a des reptiles, des plantes et même un petit mammifère que nous soupçonnons d'appartenir à une nouvelle espèce. Mais la crise du pétrole dans l'Angola est ultra dépendant pourrait mettre un coup d'arrêt aux nouvelles ambitions écologiques du gouvernement. L'Angola doit faire face à de nombreux défis et notamment celui du déclin du prix du pétrole au niveau mondial. C'est un coût massif pour l'économie du pays. Et bien sûr, les questions de protection de la nature et de la faune ne sont pas prioritaires. Les coupes budgétaires rendent encore plus difficiles les progrès pour réussir à améliorer la protection de l'environnement, ce qui est l'objectif du gouvernement. Pour devenir une destination prisée des touristes, l'Angola devra se résoudre à ouvrir un peu plus ses frontières. Les visas restent encore très difficiles à obtenir. En Namibie, le safari a transformé les chasseurs en peintres. Ce type de safari permet de lutter contre la disparition des espèces animales, suivant cet élément. Dans la réserve de Naan-Koussé, les guépards n'ont peur de rien, pas même des safaris. Surtout quand les chasseurs se sont transformés en peintres. Le félin, visiblement habitué à la présence des humains, pose pour les participants à ce safari qui se déroule à 1 heure de trajet de la capitale de la Namibie, Windhoek, sous la houlette de Mary-Ann Bartlett. Quand vous faites un croquis, vous saisissez un instant. Vous vous retrouvez dans un environnement et vous faites partie de cet habitat. Et les animaux vont souvent entrer dans la scène et cela devient un phénomène étonnant à la place de ce sentiment de chasse. Et l'initiative fonctionne très bien. La guide professeur d'art a organisé plus de 150 safaris depuis 1999. Il y a une dizaine d'années, je faisais beaucoup de safaris en groupe. J'allais avec tous ces safaris et j'avais de moins en moins de temps pour m'arrêter. C'était devenu comme une course pour faire une photo. Et je suis tombé par hasard sur Marianne. Elle était là en train de peindre et moi je n'avais plus fait de peinture depuis l'école. 20 ans, 30 ans sans peindre et je me suis dit ça c'est intéressant. La prochaine étape emmène le groupe à Okapuka. Il restera cette fois à bonne distance des rhinocéros. J'ai lu quelque part où on m'a dit que quand vous vous asseyez pour peindre ou dessiner un animal, vous avez la possibilité de voir son âme. Et je crois qu'après 20 minutes ou une demi-heure, après avoir peint plusieurs fois un rhinocéros, je crois que c'est vrai. Et je suis sûre que cela s'applique à d'autres animaux.
La Namibie est un des 27 pays où l'on peut trouver ces safaris un peu particuliers. Aux États-Unis, Hillary Clinton peut enfin revendiquer l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine face à son rival Bernie Sanders. Sur la route de la Maison-Blanche, elle doit se préparer à un nouvel adversaire, Donald Trump. Hillary Clinton peut enfin revendiquer l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine. Elle a désormais largement dépassé la majorité requise de délégués pour être désignée candidate lors de la convention démocrate. Grâce à vous, nous avons franchi une étape importante. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des grands partis. La route a été longue pour Hillary Clinton, qui a débuté sa campagne pour la Maison-Blanche il y a plus d'1 an et qui fait face à une résistance bien plus forte que prévu de la part de Bernie Sanders. Fort de l'engouement suscité par sa campagne, notamment auprès des jeunes, le sénateur du Vermont refuse de s'incliner face aux chiffres et assure vouloir rester en course jusqu'au bout. Mardi prochain, nous continuerons la lutte pour la dernière primaire à Washington DC. Autant dire que ça ne va pas être facile pour Hillary Clinton de réconcilier la famille démocrate. Tous les partisans de Bernie Sanders ne sont pas prêts à se ranger derrière l'ancienne First Lady. Je vais voter pour Hillary parce que je partage ses points de vue. Elle a fait un travail formidable pendant que Bill était président. Je ne voterai jamais pour Hillary. Si Bernie ne remporte pas l'investiture, je voterai pour les Verts, pour Jill Stein. Hillary Clinton a construit sa campagne sur des thèmes ciblés. Accès à la santé, réforme de l'immigration et augmentation du salaire minimum. Mais les candidats désormais connus, le duel de personnalités Trump-Clinton pourrait prendre le pas sur les questions politiques. Parce que nous avons 2 candidats pour lesquels le public est plus méfiant que confiant, qu'il les déteste plus qu'il les aime. Cette course devient un nivellement par le bas. Nous savons que Trump, qui est plus bas dans les sondages, va mettre tout en place pour faire baisser la popularité de Clinton afin que les gens le perçoivent comme le moindre mal. Et Clinton va se concentrer avant tout sur les défauts de Trump, ses défauts en tant qu'homme d'affaires, son caractère, sa nature autoritaire, ses connaissances limitées et son manque total de posture présidentielle. Les 2 candidats seront officiellement investis lors des conventions de leurs partis respectifs le mois prochain. Ils attaqueront alors la dernière ligne droite de leur campagne jusqu'à la présidentielle du 8 novembre. Toujours aux États-Unis, dans la course à la Maison-Blanche, Hillary Clinton a eu un soutien important en la personne de Barack Obama. L'actuel président américain, dans une vidéo, a loué les qualités de son ex-secrétaire d'État. Barack Obama soutient officiellement Hillary Clinton dans la course à la Maison-Blanche. Dans une vidéo, le président des États-Unis a loué les qualités de son ex-secrétaire d'État. Elle a le courage, la compassion et le cœur pour assumer la fonction, dit-il. Barack Obama s'exprimait après la victoire quasi officielle d'Hillary Clinton face à Bernie Sanders aux primaires démocrates. Le sénateur du Vermont, qui ne s'avoue pas encore totalement vaincu, était reçu ce jeudi par le président. Et à l'issue de cet entretien dans le bureau ovale, il s'est dit prêt à collaborer avec sa rivale. J'ai hâte de rencontrer Hillary Clinton pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour battre Donald Trump et pour créer un gouvernement qui nous représente tous et pas seulement un pourcentage. En remportant mardi plusieurs États dont la Californie, Hillary Clinton a scellé sa victoire aux primaires démocrates, mais elle devra encore être formellement investie fin juillet lors de la convention du parti. Elle pourra ensuite se projeter vers la présidentielle. Hillary Clinton peut devenir la première femme présidente des États-Unis. Contraint de quitter l'école, Mustapha, un jeune Palestinien de la bande de Gaza, passe ses journées à récolter des débris dans des maisons détruites et les revend contre une poignée de shekels. À Gaza, le travail des enfants a considérablement augmenté depuis 10 ans. Reportage.
C'est un jour de travail normal pour Mustapha. Depuis ses 10 ans, cet adolescent de 17 ans ramasse et revend du plastique et des bouts de métal dans les décharges de Beit Hanoun à Gaza. Son père, malade, ne peut pas travailler, ce qui oblige ses enfants à quitter l'école pour soutenir leur famille. Au début, j'espérais retourner à l'école, mais je me suis rendu compte que l'école ne permet pas forcément d'avoir un travail. Travailler pour 10 shekels par jour, c'est mieux. Donc je cherche du plastique, des pierres, du béton, des bouts de métal, un peu de tout. Près de la moitié de la population de la bande de Gaza vit sous le seuil de pauvreté. 3 guerres en 6 ans ont ravagé cette petite bande de terre le long de la mer. Les enfants des quartiers les plus pauvres fouillent donc les décombres à la recherche de tout ce qui peut être revendu et recyclé. Le phénomène du travail des enfants est vraiment apparu après les guerres de 2008 et 2012 et continue à augmenter. Je pense que les raisons principales, ce sont la pauvreté et le chômage. Gaza a l'un des taux de chômage les plus élevés du monde. Aujourd'hui, d'après le dernier rapport du Centre palestinien des statistiques, on parle d'un taux de 49%. Ici, l'ONG Terre des Hommes aide des dizaines d'enfants à retourner à l'école. Comme leurs salaires sont moins élevés, ils trouvent plus facilement du travail, parfois dès l'âge de 5 ans. Des travaux souvent dangereux pour leur santé physique et mentale. Les enfants sont en danger à Gaza. Quand un enfant travaille, ça a un impact négatif sur sa personnalité. Il devient plus agressif, haineux, plus rancunier vis-à-vis de la société et vis-à-vis des autres classes sociales. Il se dit « Pourquoi est-ce que moi je dois travailler et les autres sont supérieurs, sortent avec leurs belles voitures, dans des endroits luxueux ?» Dans les territoires palestiniens, il est interdit d'employer des enfants de moins de 15 ans, mais la loi est rarement respectée. Mustapha et ses jeunes collègues de Gaza ne risquent donc pas de retourner à l'école de sitôt. Les stéréotypes leur collent à la peau, violents ou addictifs, mais les jeux vidéo ont aussi des usages plus sérieux, voire thérapeutiques. Depuis 1 an, un hôpital français mène un essai clinique sur des patients atteints par la maladie de Parkinson. Grâce à un jeu vidéo, ils vont progressivement améliorer leur équilibre et lutter contre les effets de la maladie. Cela peut paraître étonnant, mais depuis 2 mois, Sylvie se rend plusieurs fois par semaine à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour des séances de kiné un peu particulières. Pas de machine ou de tapis de gym. Face à un écran, cette patiente atteinte par la maladie de Parkinson va tester un jeu vidéo. Objectif, suivre les mouvements d'une petite taupe pour apprendre à retrouver son équilibre. Je ne me suis pas cassé la figure encore. Depuis que je fais cette activité. Donc c'est déjà un point assez important parce que je me cassais la figure quand même pas mal. Un résultat probant pour cette patiente de 60 ans, mais pas seulement. Bénéfice secondaire inattendu, fini la honte, le repli sur soi, problème courant chez les malades de Parkinson. Sylvie ose à nouveau sortir et voir des amis. Elle envisage même de se mettre au tango. Niveau moral, quand la personne en fait les mouvements qu'elle a plus l'habitude de faire, elle se rend compte en fait qu'elle peut faire les choses. Et c'est vraiment formidable pour ces personnes en fait. Comme Sylvie disait, en fait, c'est un espoir. Par rapport à une séance de rééducation classique, le côté ludique permet aussi de motiver les personnes atteintes de Parkinson. Elles vont jouer, elles vont oublier un petit peu ce côté handicap. Et c'est ça en fait qui fait, c'est ça qui présente l'avantage de ce jeu. Commencé il y a 1 an, cet essai clinique concerne pour l'instant 10 patients et les premiers résultats intermédiaires sont encourageants. On arrive à démontrer que l'on réduit les chutes de 47% pour chaque patient, ce qui est énorme. Et en plus, quand on travaille sur un jeu, on va tester sur une pathologie, par exemple sur Parkinson, mais en fait on traite tous les troubles de la marche et de l'équilibre. Donc après une cohorte d'utilisateurs va être beaucoup plus large. D'autres usages thérapeutiques sont en effet déjà connus. Les jeux vidéo sont utilisés pour ralentir les effets d'Alzheimer, lutter contre la dépression ou encore après un AVC. Reste à développer une version commerciale du jeu actuellement testé à l'hôpital pour que les malades puissent poursuivre leur rééducation au quotidien chez eux.
Du tennis à présent, le numéro 4 mondial de tennis Rafael Nadal a déclaré forfait pour la 3e levée du Grand Chelem Wimbledon qui débutera le 27 juin. L'Espagnol veut ainsi se donner le temps de guérir de ses douleurs du poignet gauche pour pouvoir participer aux Jeux olympiques. Rafael Nadal contraint de déclarer forfait pour la 3e levée du Grand Chelem, Wimbledon, qui débute le 27 juin. Le numéro 4 mondial souffre toujours du poignet gauche et ne veut pas hypothéquer la suite de sa saison. La blessure que j'ai contractée demande du temps pour guérir, précise celui qui a fait de sa participation aux Jeux de Rio l'une de ses priorités 4 ans après son forfait à Londres, où il devait être le porte-drapeau de l'Espagne. Titré sur le gazon londonien en 2008 et en 2010, Rafael Nadal, qui vient de fêter ses 30 ans, reste sur un Roland-Garros frustrant. Il a dû se retirer du tournoi avant le 3e tour. Suite à son décès, les hommages continuent pour Stephen Keshi, l'ancien capitaine du Nigeria, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1994 en tant que joueur et en 2013 en tant que sélectionneur, qui a attiré sa révérence. Big Boss n'est plus. Stephen Keshi, qui était encore sélectionneur de l'équipe nationale du Nigeria il y a 1 an, est décédé mercredi 8 juin 2016 à l'âge de 54 ans. Une crise cardiaque aurait emporté l'ancien capitaine du Nigeria, qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 1994 en tant que joueur et en 2013 en tant que sélectionneur. Seul l'Égyptien Mohamed Gouari a fait aussi bien à ce jour. Keshi était un super-héros. Son décès est une grande perte pour la nation du Nigeria, pas seulement pour son football. Les hommages se succèdent sur les réseaux sociaux en mémoire du sélectionneur qui fut un excellent défenseur central en tant que joueur. Hommage du président de la CAF, Issa Hayatou, qui, dans son message de condoléances, fait part de sa grande consternation et de son immense tristesse suite au décès brusque du meilleur entraîneur africain de l'année 2013 au Glow CAF Awards. Hommage également de Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, et de nombreux joueurs qui l'ont côtoyé durant sa longue carrière. Une carrière débutée au Nigeria, au New Nigerian Bank, puis en Côte d'Ivoire, au Stade d'Abidjan et à l'Africa Sport. Il devient ensuite le premier Nigérian à évoluer en Europe, où il sera champion de Belgique avec Anderlecht en 1991. Avec la sélection, il échoue 2 fois en finale de la CAN, contre le Cameroun en 84 puis en 88. Le succès en Coupe d'Afrique viendra finalement en 1994 contre la Zambie. Devenu entraîneur, Stephen Keshi fait rapidement ses preuves avec les éperviers du Togo, qu'il qualifie au mondial allemand de 2006. Limogé à la surprise générale, il n'ira pas à la compétition, mais prendra sa revanche quelques années plus tard. Cette fois avec les Super Eagles de son pays, qu'il mène à la Coupe du Monde Brésil 2014. Je pense que la compétition est ouverte. Il faut juste faire ce que nous avons à faire. Je ne vois pas de grands noms ou de grands pays. Bien sûr, nous respectons certains pays qui le méritent, mais tout reste ouvert. C'est ce que vous êtes prêt à faire, le désir qui vous habite qui fait la différence. Au Brésil, Stephen Keshi devient le premier sélectionneur africain à atteindre les 8e de finale d'une Coupe du Monde de la FIFA. Mais tout n'a pas toujours été rose avec les Super Eagles, notamment lors de la CAN de 2013, qui a paradoxalement propulsé Stephen Keshi au sommet. Les résultats décevants de l'équipe et ses choix tactiques en font un sélectionneur contesté. Les Nigérians se souviennent de cette époque glorieuse du football qu'ils ont connue. Et ils veulent retrouver cela. Je les comprends. Mais pour que cela se réalise, nous devons nous améliorer. Ce que nous ne faisons pas, car nous voulons tout avoir en une nuit. Médias et publics sportifs au Nigeria n'épargnent pas l'imperturbable ancien capitaine. Seul contre tous, Keshi et les Super Eagles déjouent tous les pronostics après un premier tour mitigé à la CAN de 2013. Ils battent les favoris maliens et ivoiriens pour se hisser en finale contre un inattendu Burkina Faso. Tarif minimum 1-0 contre les étalons et victoire d'un Nigeria décrié qui consacre le natif de Lagos comme le second entraîneur à gagner la CAN comme joueur et comme entraîneur. Big Boss a réussi son pari et l'accueil est triomphal au pays. 2014 et 2015 sont les années de la fin, rythmées par plusieurs démissions et reprises du poste par Stephen Keshi, puis une élimination précoce en qualification pour le mondial 2018 en Russie. Son contrat n'est finalement pas renouvelé en juillet 2015 et il perd son épouse des suites de cancer au mois de décembre.
Selon certaines sources, Stephen Keshi s'apprêtait à rejoindre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, mais le sort en a décidé autrement. Dans un continent prompt à ne faire confiance qu'à des entraîneurs non africains, Stephen Keshi restera à jamais un modèle pour les encadreurs qui rêvent aussi de remporter le Graal, à l'image de son compatriote Samson Siasia ou de l'Ivoirien Yeo Martial. Et c'est ici que nous refermons cette page d'information. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur Béni TV.